Bonsoir. Assiste-t-on aujourd'hui en France à un réveil des droites, qu'elles soient extrêmes, groupusculaires, violentes, même comme on l'a vu dans les manifestations contre le mariage pour tous, ou bien qu'elles soient nationalistes, dédiabolisées, comme le Front bleu marine de Madame Le Pen? Eh bien, le réveil des droites et la progression du FN auprès des classes moyennes ou des oubliés, comme les appelle Marine Le Pen, c'est le thème de ce 224e numéro de Complément d'enquête. La gauche, elle s'en fout, quoi, du monde ouvrier. Du monde des artisans. Du monde des petits travailleurs? Voilà, des petits. Les gens les petits ne se sentent plus représentés par la gauche. Par contre, ils se sentent représentés par le Front National. Voilà, alors on ira voir tout à l'heure qui sont ces électeurs, ces sympathisants du Front National, des électeurs décomplexés et souvent fiers de leur nouvelle appartenance à ce Front bleu marine, banalisé, normalisé, dédiabolisé. On ira aussi en Grèce, Aube dorée, un parti d'extrême droite, y a fait son apparition, une belle percée, comme d'autres partis du même type en Europe, avec une seule devise, la Grèce aux Grecs. Et puis on s'intéressera aussi à ces groupuscules, le GUD, les jeunesses nationalistes, le Bloc identitaire et même Civitas, qui ont fait leur apparition dans ce qu'on a appelé le printemps français. Pour parler de ce réveil des droites, eh bien, nous serons dans des sièges de partis politiques, ici au Front National, tout à l'heure à l'UMP. Nous serons reçus par Florian Philippot, vice-président du FN chargé de la communication et de la stratégie, Thierry Mariani, vice-président à l'UMP et cofondateur de la droite populaire, et puis un spécialiste de la montée des populismes, le politologue Dominique Régnier. Mais on commence par ce reportage et cette enquête sur ces groupuscules qui ont marqué les manifs de cette dernière semaine par leur violence. Qui sont-ils? Que représentent-ils? Enquête de Sébastien Lafargue, de Pierre Taillès, d'Emmanuel Hurtado pour Kamikaze Productions. Et bien sûr, si vous voulez réagir, commenter sur les réseaux sociaux, le mot-clé, c'est d'enquête. Mardi 23 avril 2013. La loi sur le mariage pour tous vient d'être définitivement adoptée par le Parlement. À la nuit tombée, l'ordre est donné de disperser le cortège pour éviter tout débordement. Pourtant, quelques irréductibles sont bien décidés à ne rien lâcher. Les ultras du mouvement contre le mariage gay. Sur l'esplanade des Invalides, ils sont environ 500. Des jeunes pour la plupart, échauffés par des groupuscules d'extrême droite. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Puis c'est au tour des journalistes d'être pris pour cible. Bilan de la soirée, de nombreuses dégradations et surtout un commissaire de police sérieusement blessé à la tête par un pavé. 12 personnes sont interpellées, les meneurs de la soirée, et parmi eux, des activistes d'extrême droite bien connus des services de police. Jeunesse nationaliste, GUD, identitaire, en France, ils ne sont que quelques centaines. Mais depuis quelques mois, ces militants d'extrême droite multiplient les provocations dans les manifestations. Leur mot d'ordre, renverser le système. Certains appellent au retour du roi, d'autres veulent chasser les immigrés. Pas de médias, pas de médias, pas de médias. Les plus actifs, ce sont les jeunesses nationalistes, un groupuscule pétainiste, adepte des actions coup de poing. Nous avons pu les suivre pendant 2 semaines. Qu'ont-ils de commun avec cet autre mouvement, religieux celui-là, qui a émergé pendant cette mobilisation? Civitas et ses catholiques traditionalistes, eux aussi bien décidés à ne rien lâcher. Rencontre avec ces Français qui bousculent la République. Lyon, le bastion des jeunesses nationalistes. Le mouvement est dirigé par ce jeune homme au physique de boxeur, Alexandre Gabriac, 22 ans. Ah putain, c'est tous les mecs du Parti Socialiste qui font la sécu.
Ce jour-là, il vient soutenir au palais de justice un de ses camarades arrêté pour rébellion et violence sur policiers. Monsieur, bonjour. Un petit contrôle d'identité avant de vous laisser rentrer, s'il vous plaît. La police a l'œil sur lui depuis quelques mois. En cause, son activisme politique. Bien entendu, lui y voit plutôt du harcèlement. On voit bien que le système est contre nous et c'est tout à fait logique puisqu'on est contre le système. Le système sait qui est son ennemi. Voilà, il nous a bien repérés et il essaye de nous abattre, mais au contraire, ça renforce notre détermination et on sera encore plus présent dans les jours à venir. En attendant, son camarade a été placé sous contrôle judiciaire. Presque un fait d'armes pour les nationalistes et leur chef de bande qui immortalise l'instant. Alexandre Gabriac, un ultranationaliste qui s'assume. Ce jeune étudiant en droit vit dans ce studio de 15 mètres carrés, petit musée de l'idéologie fasciste et nationaliste. Un drapeau qui m'a été offert, qui vient visiblement des pays de l'Est. Il représente assez bien notre mouvement et en tout cas mes idées puisqu'il y a la même symbolique que l'on peut retrouver, à savoir l'aigle, pour le coup l'aigle à deux têtes, et la croix celtique. La croix celtique, l'emblème de tous les nationalistes d'Europe. Gabriac collectionne aussi les bouteilles à l'effigie de Mussolini et les ouvrages consacrés à Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup de livres, enfin quelques-uns en tout cas, sur Jean-Marie Le Pen, puisque dans les grands hommes contemporains, cet homme m'a beaucoup marqué. Il rejoint le Front National dès l'âge de 13 ans, avant de s'en faire exclure 7 ans plus tard, à cause de cette photo où on le voit en train de faire un salut nazi. Lui assure qu'il s'agit d'un photomontage. En 2011, Gabriac crée les Jeunesses nationalistes et tente d'attirer les déçus du FN en affichant sa préférence pour les Blancs. En France, nous considérons qu'un Français, dans le cas général, après il y a des cas particuliers pour le sang versé, etc., mais un Français c'est un Blanc. Vous récusez l'expression selon laquelle vous seriez raciste, xénophobe ? Évidemment, puisque nous ne sommes pas racistes dans le sens où nous soutenons si vous voulez, le chacun chez soi. Départ pour Annecy en début de soirée. Alexandre Gabriac va diriger une opération de propagande. Sur place, il retrouve les membres de la section locale dans un pavillon. Salut guerrier façon époque romaine de rigueur. Le propriétaire est aussi un ancien membre du Front National. Et visiblement, il adore l'histoire de France. Celle de Pétain en particulier, qui a droit à son hôtel. Au mur, la propagande du maréchal vante les mérites de la LVF, la Légion des volontaires français qui ont combattu aux côtés des nazis. Ici, on célèbre la France de Vichy et son antique devise. Travail, famille, patrie sont les fondements, à notre sens, d'une nation. Notamment la famille, parce que pour nous, la famille est le socle de tout. Le système actuel tape à mort sur la famille. Ça a commencé par l'émancipation de la femme, l'avortement, le mariage des homosexuels, et on fait tout pour vraiment détruire la famille. On voit que cette affiche est entre guillemets visionnaire, puisqu'elle prédit finalement la Maison France qui s'écroule sous des préceptes d'internationalisme, de parlement, de capitalisme, etc. Et avec en toile de fond l'étoile de David, toujours. Avec en toile de fond l'étoile de David, oui. En attendant de rétablir la Maison France, Gabriac et ses amis partent coller des affiches dans les rues d'Annecy. Les mains dans la colle et les yeux bien ouverts. On regarde les voitures qui arrivent, si des voitures ralentissent, qu'il y a des provocations, que ça reste uniquement verbal, on ne dit rien. Par contre, si une voiture s'arrête et qu'on commence à nous charger, on va pas tendre la joue. Voilà. Donc si on sort la boîte à gifles, on la sort pour stopper l'agression. De vrais soldats bien disciplinés qui vont coller toute la nuit. Ce soir-là, Gabriac et sa petite bande n'auront pas besoin de sortir la boîte à gifles. L'action musclée, c'est pourtant ce qu'ils préfèrent. La rue, la France nous appartient! À Lyon, le 17 avril dernier, ils tentent d'occuper le siège du Parti socialiste. Batou, les gars! Batou, les gars! Jamais soumis! Jamais soumis! Gabriac et 8 autres militants sont interpellés. Celui qui félicite Gabriac
Monsieur Benedetti. C'est Ivan Benedetti, la tête pensante du mouvement. Lui aussi finira au poste de police. 15 jours plus tard, Benedetti nous a fixé rendez-vous dans un lieu secret, quelque part dans le sud de la France. Au programme, chant militaire et doctrine nationaliste. C'est dans ces réunions que Benedetti forme des jeunes comme Gabriac, au discours anti-républicain et complotiste. Pour rétablir les frontières, reste le pouvoir des financiers et en France de la banque Rothschild. Ce sont eux les marionnettistes, ce sont eux qui dictent la politique pour promouvoir des lois préparées dans les loges maçonniques et toutes les lois subversives, que ce soit l'abolition de la peine de mort, que ce soit toutes ces lois répétées favorisant l'avortement remboursé. Dans ces réunions, les jeunes pousses qui ont participé aux manifestations anti-mariage gay se rôdent aussi à la rhétorique du mouvement. On a vu des petits bourgeois de l'UMP ou du Rassemblement Bleu Marine qui n'ont pas hésité à aller devant les CRS, à se faire gazer et à créer leur amour pour la France. Donc à nous de récupérer cette colère, de la guider et nous abattrons cette République. Voilà. Aucun des participants n'est autorisé à nous parler. Pour eux, la presse fait clairement partie du système. Maintenant, il y a l'heure de notre combat, ainsi soit-il. Changement d'ambiance. Nous sommes à Paris, dans une prière de rue organisée par Civitas. Eux prônent aussi un retour aux valeurs traditionnelles, mais religieuses. Rien à voir, disent-ils, avec l'extrême droite. Rien de politique, et pourtant, quand on s'aventure dans les colloques qu'ils organisent entre deux manifestations, c'est bien de politique qu'on entend parler. L'OAS, cette organisation qui a voulu assassiner De Gaulle, a ici ses nostalgiques. À la tribune, ce monsieur de 84 ans, Roger Olindre, un ancien du Front National qui n'a toujours pas digéré l'indépendance de l'Algérie. Dans les suppressions d'unités, nous voulions garder l'Algérie française en étant vainqueurs et en étant les patrons, alors qu'aujourd'hui nous avons fait l'inverse et c'est eux qui ont tendance à devenir les patrons chez nous. Des discours passéistes qui jugent la droite d'aujourd'hui trop molle. Alain Escada, le leader de Civitas, propose d'ailleurs de radicaliser l'action. Oui, que pas un seul ministre, où qu'il veuille circuler sur le territoire français, ne soit en mesure de se déplacer sans être accueilli comme il se doit par les chahuts, par les huées, par la voix du pays réel qui doit lui faire entendre à ce ministre que nous ne lâchons rien et que tôt ou tard, nous allons parvenir à les rendre reclus dans leur ministère jusqu'à ce qu'ils cèdent, jusqu'à ce qu'ils tombent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Les ambiguïtés de Civitas, la présence dans ces manifestations de groupuscules comme les Jeunesses nationalistes, c'est ce qu'a pointé du doigt Caroline Fourest. En novembre dernier, la journaliste filme un défilé de Civitas contre le mariage gay. Au cours de la manifestation, les Femmes, ces militantes féministes, provoquent les catholiques. L'action tourne à l'affrontement violent. Ça, c'est la manifestation du 18 novembre, donc organisée par Civitas. On voit les services d'ordre, on voit son service d'ordre avec les gilets jaunes qui participent en partie à l'agression contre les militantes Femmes. Mais il y a aussi, au milieu d'eux, avec eux, venus défiler contre le mariage pour tous, des militants de jeunesse nationaliste qui vont clairement aller plus loin encore dans les violences, contre les militantes Femmes et contre moi-même. Ces groupuscules n'ont aucune chance de prendre le pouvoir un jour en France. Ils sont beaucoup trop radicaux et beaucoup trop marginalisés. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont marginalisés, y compris aujourd'hui au sein du Front National pour certains, qu'ils sont si violents. En revanche, ils font régner un climat qui est juste irrespirable depuis quelques semaines en France, en faisant encore une fois le coup de poing, l'intimidation physique. Donc on est devant vraiment des ligues et qui dans d'autres temps, à d'autres époques, ont été dissoutes. Retour à Lyon, chez Alexandre Gabriac. Cet après-midi, il va s'inviter à une manifestation contre le mariage pour tous. Et pour éviter de se faire refouler, le nationaliste a une botte secrète, son écharpe de conseiller régional.
Il a été élu en 2010 quand il était au FN. Ça fonctionne un petit peu comme un passe pour eux, puisque donc ils ne peuvent pas me virer du fait de cette écharpe. Voilà pourquoi je la porte aujourd'hui, mais pour moi elle n'a aucune signification. Sa stratégie, apparaître en tête de cortège aux côtés des élus de la droite républicaine. Casse-toi, tu ne peux pas te faire. Oui, monsieur, je vous en prie, un petit peu de calme, un petit peu de démocratie. Allez, tu te casses. Mais il ne tiendra que quelques minutes. C'est possible. Gabriac a réussi son coup de provoque. Les députés de droite sont embarrassés. Ça n'a rien à voir, on n'a rien à voir avec ça. C'est une manifestation républicaine. Lorsque des fauteurs de troubles se grèvent sur les manifestations, autant qu'il est possible, ils sont mis dehors par le service d'ordre. C'est pas une affaire si facile que cela, mais on y tient parce que nous ne sommes pas sur les mêmes valeurs. Jusqu'à rentrer dans notre rang, d'accord? Pas nous, hein. Nous, on a marché tranquillement. On n'est pas dans un camp, là. On est dans une manif. Finalement, Gabriac obtiendra l'autorisation de défiler. Merci, monsieur. Allez, on recolle aux élus. Dans 10 jours, ce sera la manifestation nationale contre le mariage pour tous. Si vous cherchez, ça va mal finir, monsieur. Il compte bien de nouveau faire parler de lui. Vous, allez derrière. Voilà pour ce reportage de Sébastien Lafargue et de Pierre Taillez. Et on est ici avec vous, Dominique Régnier, dans ce joli café français sur la Bastille. Ça fait longtemps qu'il s'appelle le café français, mais enfin, il s'est remis aux couleurs bleu, blanc, rouge, comme si le patriotisme était de retour. Alors vous, on vous connaît bien, professeur à Sciences Po, politologue. Votre dernier ouvrage s'appelle « Populisme, la pente fatale ». Autrement dit, il y aurait de la fatalité dans cette évolution-là, si je vous comprends bien. Bon, alors, on vient de voir ce reportage, cette apparition des groupuscules, le GUD, les jeunesses nationalistes, ce printemps français tel qu'il s'est appelé lui-même. Ça vous a surpris, cette résurgence comme ça? Disons que la forme a surpris tout le monde, la vigueur a surpris tout le monde, mais il y a quelque chose qui travaille la société française comme les sociétés européennes et qui devait se manifester d'une manière ou d'une autre. Et cette chose-là, c'est une espèce de crise identitaire qui fait qu'une partie de la société française a le sentiment que ce qu'elle est profondément lui échappe. Et là, on le voit avec des groupes qui défendent le thème de l'identité nationale ou de l'identité chrétienne, les deux souvent associés, et qui considèrent qu'il faut désormais s'engager et se battre pour les défendre. Tout ça se nourrissant de la crise, de la peur, de l'autre, de l'étranger, de la mondialisation, enfin, etc. Toutes ces notions-là. De ce grand bouleversement-là. Même s'il faut dire que dans ces mouvements d'opposition, que ce soit les groupuscules d'extrême droite dont on a parlé, ou les mouvements catholiques dont on a parlé, qui sont quand même à distinguer, il y a une espèce d'ambiance commune, mais il faut aussi savoir les distinguer, même si nous avons affaire là à une France d'en haut, hein, sociologiquement beaucoup plus aisée, on ne le dit pas assez. Alors que lorsqu'on parle du Front National, ce qui est autre chose, nous avons affaire à une France d'en bas, beaucoup plus populaire. Justement, le Front National, puisqu'on va voir un reportage assez long sur ces nouveaux électeurs du Front National qui sont décomplexés, si je puis dire, assez fiers d'adhérer maintenant à ce parti. Et on voit dans ces mouvements extrémistes, on voit que certains sont des exclus d'ailleurs du Front National, des anciens du Front National. Il y a presque une sorte de regret de leur part, de déception d'avoir été exclus de ce parti. C'est le succès, l'illustration de la stratégie de Marine Le Pen d'avoir écarté tous ces troublions de son parti? Très clairement, le succès de la stratégie de Marine Le Pen, elle est d'avoir modifié en profondeur le logiciel de son discours politique, du discours politique du Front National, de telle sorte qu'il puisse embarquer avec lui tous les déçus du déclin de l'État-providence. C'est ça qui fait principalement. L'exclusion de ces groupuscules n'est pas visible pour la généralité des électeurs. C'est quelque chose de trop, je dirais, de trop politicien ou trop subtil qui ne les intéresse pas et qu'ils n'ont pas vu et qui, au fond, n'est pas pertinent pour eux. Le succès du Front National, le nouveau succès est lié à un discours socialisant qui ramasse les déçus de la crise économique et sociale en France comme en Europe. En jouant là aussi sur les peurs, j'imagine. Absolument. Alors, je vais reciter justement quelques chiffres d'un sondage réalisé par TNS Sofres sur l'opinion française à propos du Front National. Et là, on est surpris. Enfin, c'est un sondage qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques semaines. 47% des Français pensent que le FN ne représente pas un danger pour la démocratie. 32% sont d'accord avec ses idées. Et 64% des électeurs du FN et 55% de ceux de l'UMP sont favorables à des alliances entre les deux partis. Donc c'est ça, c'est la diabolisation du FN. On y est. Marine Le Pen a gagné, entre guillemets, elle a banalisé son parti, elle l'a normalisé. Alors, moi, j'ai tendance à proposer une autre formule que banalisation, qui est installation. Les électeurs ont bien repéré que le Front National, ceux qui votent pour le Front National, est un parti à part,
beaucoup plus protestataire que n'importe quel autre parti, beaucoup plus en rupture avec l'Europe, avec l'euro. Donc ça, c'est bien repéré, comme il y a disons, au fond, représentant une forme de radicalité. Mais il y a installation au sens où une partie croissante de la France est dans ce rapport d'opposition au système, et dans ce rapport très critique à la démocratie telle qu'elle fonctionne, à l'État tel qu'il fonctionne, à la crise telle qu'elle va. Et donc c'est plutôt le signe que la France, au fond, se radicalise, plutôt que le FN se dédiabolise. C'est toute la France qui est en train de basculer, une se partie déplacer. de la France, en effet, partie sur la droite, glisse vers la droite, vers l'extrême droite, et c'est une partie qui va croître aux dépens de la gauche et de l'électorat populaire socialiste en particulier. Comment doit réagir l'UMP justement à cette progression du FN dans les têtes, dans les sondages, dans les intentions de vote? Si l'UMP regarde avec soin ce qui se passe, ce n'est pas un parti pour l'UMP, ce ne sont pas des électeurs pour l'UMP. Ce sont des C'est l'UFN. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des électeurs aujourd'hui qui vont demander un accroissement de la dépense publique, qui vont demander le sauvetage de l'appareil d'État, qui vont demander le maintien des 35 heures, qui vont demander... c'est le discours du Front National, qui développe un discours anticapitaliste, anti-économie de marché. Donc ça supposerait... Plus proche de l'ultra-gauche que du Absolument. UMP. Mais si vous lisez les textes du Front National sur le capitalisme, ce sont des textes que l'extrême gauche pourrait signer, à l'exception des considérations sur les étrangers. C'est tout à fait la même rhétorique, sans aucune différence. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement en Europe aujourd'hui un grand virage, un grand virement à droite, du fait de la crise, là encore, de ces inquiétudes-là par rapport à un horizon qui est toujours aussi bouché? Il y a un très grand glissement historique de l'Europe à droite, ça ne fait aucun doute, et c'est irréversible. C'est lié à la crise, c'est lié au vieillissement démographique, c'est lié au fait que la gauche en Europe peut gagner les élections, mais ne peut plus offrir de progrès sociaux. Et conséquemment, ces électeurs déçus vont vers les partis populistes de droite. D'où votre livre qui s'appelle Populisme, la pente fatale, chez Plon, prix politique 2012, prix des députés. Voilà, merci beaucoup Dominique Régnier de nous avoir un petit peu dressé cette peinture, si je puis dire, de ce qu'est la droite, l'extrême droite aujourd'hui en France. Et on va voir maintenant en profondeur à quoi ressemble l'électorat du Front National, cet électorat depuis les classes moyennes jusqu'aux oubliés, comme les appelle Marine Le Pen, qui s'assume et qui est fier, si je puis dire, de participer maintenant de ce parti qui s'appelle le Front National. Parti devenu normal, eh bien, c'est ce qu'on va voir avec ce reportage de Zoé de Bussière, Samuel Humès, Olivier Gardette et Alexis Guillot. Non, c'est les banderoles régionales, ça va. J'ai du bleu, blanc, rouge aussi, là, si besoin. Comme chaque 1er mai, place du Palais Royal à Paris, les bouquets de drapeaux font concurrence aux muguets. Excusez-moi, vous prêtez ou vendez des drapeaux? Ah non, les donne. Ah, vous les donnez carrément? Ouais. Libre accès. Il y en a pour tous les goûts, du bleu, du blanc et du rouge. Ceux-là sont superbes. Devant le stand, Dominique la blonde et Dominique le blond, la nouvelle et l'ancienne école du front. Les Ardennes. La banderole qu'ils cherchent, c'est celle de l'Auvergne, leur région. Non, il n'y a pas d'alliés. C'est Auvergne. Dominique, l'homme, connaît bien les règles. 22 ans qu'il défile dans le cortège du Front National. Mais ces dernières années, avec l'arrivée de l'autre Dominique et de gens comme elle, il a vu son parti profondément évoluer. Tout a changé depuis l'arrivée de Marine. Une nouvelle population nous a rejoints, en particulier des femmes, des jeunes, mais en particulier la catégorie des ouvriers, des paysans. Et ce qui fait que notre socle s'est élargi et que pour la prise du pouvoir, nous avons besoin en particulier de cette jeunesse, de ce monde ouvrier. Jeunes, ouvriers, classe moyenne, les deux Dominique manifestent avec des militants venus de tous les horizons. On est chez nous, Dominique Chalard, un peu ému, n'en est qu'à son deuxième cortège du 1er mai sous les bannières bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas si longtemps, elle militait sous d'autres drapeaux. Cela était Rose. Son plus beau souvenir, un certain 10 mai 81. J'ai fait la fête. On était avec des copains qui avaient mon âge, on avait 20 ans et on croyait en un avenir rose. Et aujourd'hui, j'ai compris maintenant ma place est ici au Front National. J'ai été déçue, abusée, trahie par ceux auxquels j'avais adhéré pendant longtemps. Et il ne s'est rien passé. Après 30 ans de vote socialiste, Dominique est devenu l'un des nouveaux visages du FN.
Ce 1er mai est à l'image de cette transformation. Les crânes rasés et les bombeurs sont disparus, remplacés par des visages ordinaires qui défilent fièrement, certains pour la première fois. On vient de toute la France, en famille. L'ambiance est bon enfant. Si les thématiques chères au FN sont toujours bien présentes, apparaissent des slogans inhabituels, empruntés à la gauche. Marine Le Pen a réussi son pari, un front plus lisse, détendu, qui séduit de plus en plus de Français. Dominique, à 52 ans, présente la ferveur des nouveaux convertis. Étienne, jeune étudiant de 23 ans, se voit déjà sur les bancs de l'Assemblée. Julie, une lycéenne au look bien sage, votera pour la première fois en 2014. Portrait de ces militants décomplexés, fiers de leur adhésion et prêts à diriger la France. Bonjour. Étienne Bousquet-Cassagne nous présente sa permanence flambant neuve du Lot-et-Garonne. 70 locaux comme celui-ci doivent bientôt ouvrir partout en France. La grande affaire en ce moment, ce sont les adhésions. Elles seraient de plus en plus nombreuses, alors ici on ne parle que de ça. En haut des escaliers, un petit bureau pour les adhésions. Ah, mais l'adhésion, on pourra mieux le faire après, en fait. On le fera après. Séparément, oui. Cela fait déjà 6 ans que ce jeune étudiant de 23 ans milite au front. Si les idées sont bien en place, l'expression pêche encore un peu. Le Front National qui est dans une stratégie maintenant de conquête du pouvoir, à la fois des municipalités, des intermédiaires et du pays, souhaite faire donc de ce parti une machine de guerre justement à la conquête de ce pouvoir. S'il y avait un mot d'ordre, c'est du terrain. Justement, le terrain ici est emblématique. Villeneuve-sur-Lot et ses environs, le fief de Jérôme Cahuzac. Depuis sa démission, la 3e circonscription du département est à prendre. Sur les marchés, la campagne de cette partielle du mois de juin bat son plein. C'est la première fois que le Front choisit le jeune Étienne pour les législatives. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Ici, il est bien connu. C'est un enfant du pays qui a déjà mené 2 campagnes dans la région pour des élections locales. L'ancrage territorial, c'est l'une des nouvelles stratégies du parti. Quand même. Et j'ai fait 3 fois le tour, quand même, pour essayer de te... Mais voilà, ça y est. Son autre atout, c'est évidemment l'affaire Cahuzac, qui a choqué beaucoup d'habitants ici. Maintenant, ça craint, hein. Que ce soit à droite ou à gauche, quoi. On ne peut plus faire confiance. Et le mot que tout le monde dit, tous pourris, tout le monde le dit. Je l'entends ce matin encore. Hein. Tous pourris, la rengaine a toujours profité au FN, sauf qu'autrefois on le disait tout bas. Il y a encore quelques années, ça restait un vote un peu tabou, le vote Front National. Ça a changé ? Oui, je pense que ça a changé parce que les gens se rendent bien compte que nous ne sommes pas des monstres affreux avec des couteaux entre les dents. Ils se rendent compte qu'on est des gens normaux comme tout le monde donc c'est ça qui a changé. C'est peut-être l'image que les gens avaient du Front National. Cette image-là est en train de changer. On va directement sur le marché, on ne veut pas distribuer sur la terre. Le FN a le vent en poupe et en face, ses concurrents sont un peu désarçonnés. Surtout chez les socialistes. Au PS, c'est Bernard Barral qui a été choisi par les militants. Difficile pour lui de passer après Cahuzac. Pour se rassurer, il espère que les électeurs feront la différence entre le faux pas d'un homme et l'honnêteté d'un parti. On ne sait pas comment réagissent les gens intimement. Les gens sont quelque part malheureux de ce qui est arrivé. Beaucoup plus malheureux que fâchés. Je crois que les gens sont malheureux. Et pas que les gens de gauche. Moi, j'ai autour de moi des tas de gens qui me contactent, qui sont des amis, que je sais qui votent à droite, et qui me disent « Mais Bernard, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça ?» Pour contrer le jeune candidat du FN, le PS s'est aussi choisi un candidat du cru. Seule différence, il a 66 ans. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'autres militants socialistes pour élaborer une stratégie en vue des élections. Bon, il y a le café, c'est parfait, ça t'aide. Désormais, le FN les inquiète autant, voire plus que la droite. Ouais, le gamin du Front National, là, le jeune, il va faire des voix chez nous, c'est sûr. Hein. Bernard Barral et ses militants découvrent peu à peu l'ampleur de la transformation du FN.
Des électeurs décomplexés de leur vote frontiste jusque dans les lycées. Mais comment tu sais qu'ils votent Front National? L'année dernière, aux élections présidentielles, on en avait parlé un peu. D'accord. Et il y en avait plein qui disaient qu'ils étaient pour le Front National. D'accord. Et ils l'annoncent. C'est fou. Maintenant, oui. Ah, c'est fou ça. Hein. Moi, j'ai des... Alors tu vois, je découvre, c'est vachement bien. Moi, j'ai 15 employés et j'observe un glissement vers le Front National et en plus un glissement assumé, c'est-à-dire que les gens osent l'exprimer, osent dire maintenant je vais voter Front National. Pour ma génération, quand j'avais leur âge, être extrême droite, c'était vraiment... on ne pouvait pas le dire, quoi. C'était la honte, c'était tout ce qu'on voudra. Pour eux, aujourd'hui, grâce à cette campagne qui n'est pas innocente de Marine Le Pen à la télé, cette purification de son ça devient normal, ça devient un parti politique comme les autres, donc on peut en parler de façon naturelle. Et ça, aujourd'hui, c'est le danger. Un danger que le PS va tenter d'écarter pour les législatives partielles du mois de juin. Un danger qui menace aussi pour les prochaines municipales. À Villeneuve-sur-Lot, le FN a pris de l'avance. La tête de liste, ce sera Catherine Martin, la candidate historique de la ville, une commerçante. Voilà. Monique Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu n'es pas content? Viens le dire là si tu n'es pas content. Voyez? Commence à en avoir marre de cette racaille-là. Ces invectives, elle ne s'en inquiète pas trop. Elle sait que le Front a de plus en plus de sympathisants ici. La crise, les magasins qui ferment un à un. Alloué. Le principal. Autant d'arguments selon elle pour gonfler le Front. Un des meilleurs emplacements, fermé depuis 1 mois et demi. Certaines personnes réagissent maintenant et qui me disent tranquillement, Catherine, on vient avec vous sur liste des municipales. Voilà, et ça fait plaisir. L'une des premières à avoir accepté de figurer sur la liste de Catherine Martin, c'est une nouvelle commerçante du quartier. C'est la Marceline. Marceline. T'es même pas coiffée, mais t'es belle quand même. Être une immigrée ivoirienne sur une liste FN, Marceline ne voit pas où est le problème. Tu sais, alors on parlait de la liste des municipales, et je disais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas Front National, mais qui étaient d'accord pour venir avec moi sur la liste. Et le fait que Mme Martin soit du Front National, c'est pas quelque chose qui pourrait vous faire peur? Non, pourquoi me faire peur? Parce qu'on ça me fait pas... Le Front National, c'est un parti qui a la réputation d'être un peu raciste, un peu xénophobe. Il a que la réputation, la preuve. Je m'entends très bien avec elle. Mais si les idées du FN ne choquent pas Marceline, sa copine Emma, d'origine camerounaise, est encore très réticente. Mais quand on dit la France aux Français, le travail d'abord pour les Français. Il y a une certaine discrimination, moi, je trouve. Non, c'est au sens large. C'est pas français qui est né forcément en France, ça, etc. Marceline, non, mais Marceline, par exemple, moi, je la considère comme une bonne Française. Marceline, une immigrée qui ne se sent plus attaquée par les idées du FN. Un peu plus loin en ville, un autre ennemi du Front commence à baisser les armes. Jean-Louis a beau se présenter sur une liste UMP, il n'est plus question pour lui de diaboliser le parti de Marine Le Pen. Si par exemple au deuxième tour c'est PS contre Front National, vous voteriez plutôt pour quoi? Front. Ah, Jean-Louis. Non, je ne m'en cache pas, je ne voterai pas PS, ça c'est certain, mais je voterai Front. Ça y est, c'est tout dit. Le FN, un parti devenu fréquentable. Lors de la présidentielle, Marine Le Pen a fait 21% dans le département. Oubliez les propos de son père, jugé antisémite ou xénophobe. À Clermont-Ferrand, ce jour-là, il est justement attendu par sa plus grande fan. Bon, ah bah, voilà. Tu veux mettre du Marine, ça urge? Marc? Oui. Dominique Chalard, la nouvelle convertie, l'ancienne sympathisante PS qui défilait aux côtés du FN le 1er mai. La venue de son président, comme on l'appelle ici, est un événement. Tout doit être parfait. Ça reste quelque chose d'important. Mais bien sûr que c'est important, c'est un honneur qu'il soit venu jusqu'à nous. C'est lui qui a créé tout ça. Voilà, si aujourd'hui on existe, c'est grâce à Jean-Marie. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Au FN, on se félicite de l'arrivée de tous ces nouveaux venus. Je vous salue, Président. Oui, bien sûr. C'est un grand plaisir, Président. Le Front National est ouvert à tous les patriotes français
et quelles qu'aient été leurs options précédentes, pas de problème, on est très content de l'accueillir, au contraire. Vous savez, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Depuis son adhésion en 2011, Dominique Chalard a pris du galon au sein de la Fédération du Puy-de-Dôme. L'an prochain, pour les municipales, c'est même elle qui briguera la mairie de sa petite ville. Et l'hôtel de ville, elle s'y voit déjà. Je ne vous dérange pas longtemps. Je vais prendre des petites mesures en fin de compte. Est-ce l'effet Le Pen? Dominique s'offre une petite provocation. Voilà, donc je vais prendre des petites mesures parce que j'aurais envie de refaire la déco. Les employés restent sans voix. Jusqu'à présent, ici, on n'avait jamais eu affaire au FN. Désormais, le parti veut des candidats jusque dans les plus petites villes. Et il les forme tous. Le programme, Dominique Chalard doit l'apprendre par cœur. Alors ça, c'est votre classeur de C'est mon campagne. classeur de campagne, on peut dire ça. J'ai reçu la formation, la première formation que je suis allée au Carré, à Paris, à Nanterre, au siège, hein, voilà. Comme 350 futurs candidats au municipal, Dominique s'est rendu au campus Bleu Marine pour les novices du FN. Et ça, donc, ce sont vos photos de campagne. Voilà, ça sera ma photo de campagne. Voilà, bon, pour l'instant, elle n'est pas travaillée, là, elle est telle qu'elle a été prise. Elle ne s'en cache pas. La politique, elle n'y connaît pas grand-chose. Il y a du travail. Il y a du travail, c'est énorme parce que on part de zéro. Hein. Bon, que fait le maire? Qui sont les conseillers municipaux? Si je suis élue, effectivement, il va falloir que je me penche sérieusement sur ce problème. Tous les mots d'ordre du FN pour la campagne sont ici, consignés dans ce classeur, déclinés tract après tract. Salut Raphaël. Des tracts qu'il faut diffuser dans toutes les boîtes aux lettres de la région. Et pour ça, Dominique peut compter sur la jeune garde du FN. Allez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, cela, on s'en est déjà servi. On peut attaquer le droit de vote. Parmi eux, Julie. À peine 17 ans et déjà militante. Inscrite au FN il y a un mois, c'est sa première distribution. À la une, à la deux. Pardon. Voilà. Yes, elle a fait son premier acte. Voilà. Julie a beau être très jeune, elle assume pleinement son appartenance au FN, même au lycée. Il n'y a pas de problème, enfin, on est dans une démocratie, on a le droit d'adhérer à n'importe quel parti. Donc, Et auprès de vos amis, par exemple, parce que c'est vrai que souvent les jeunes, leur premier... c'est plutôt dans la gauche. Oui, j'ai plein d'amis justement qui sont jeunes socialistes, mais enfin, je pense pas que ça va les gêner, ou sinon si ça les gêne, je veux dire, ça m'a pas gêné quand ils ont adhéré au Parti Socialiste, donc si ça les gêne quand j'adhère au Front National, je veux dire, c'est pas des amis que je veux garder, donc voilà. Julie fait partie de ce qu'on appelle la génération bleu marine. La présidente du Front National a entamé une tournée des petites villes de France. Ce matin, elle est en visite pour soutenir son poulain dans le fief de Jérôme Cahuzac, à Villeneuve-sur-Lot. Un bain de foule que pourrait lui envier beaucoup de personnalités politiques. Une ferveur à peine nuancée par les huées des militants de gauche. C'est une autre manière de faire de la politique que nous voulons. C'est ça que nous voulons porter. C'est une espérance, mais une espérance pas seulement en termes de moralisation, encore une fois, mais une espérance en matière économique, en matière sociale, en matière de développement. Un message qui a touché Pascal Aubergne. À 33 ans, il vient de prendre sa carte au parti. C'est la dernière catégorie des nouvelles recrues du FN, les oubliés, comme les appelle Marine Le Pen. Pascal est chômeur, sa ville de Tonneins est sinistrée. C'est ce qu'il a voulu nous montrer en priorité. Là-bas aussi, partout. Ici aussi, les commerçants ont fui faute de clients. Quand la Ceita, l'usine de tabac, a fermé ses portes en 2000. 320 emplois supprimés, sans compter les sous-traitants. C'était l'entreprise principale de Tonneins. C'était là depuis plus d'un siècle. Mon père y a travaillé, ma grand-mère y a travaillé, mon arrière-grand-mère y a travaillé. Vous auriez pu y travailler? Eh oui, j'aurais pu y travailler, mon oncle y a travaillé. Et là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Je me sens oublié. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération sacrifiée, quoi. Ici, le taux de chômage approche les 20%. Pascal, lui, est sans emploi depuis 4 ans.
Au RSA, il touche 420 € par mois. Impossible de payer un loyer, alors pour le moment, il vit ici. C'est la maison de mon grand-père, j'y habitais, quoi, il me dépannait. Mais voilà, ça va être vendu et je vais devoir m'installer chez mon autre grand-mère maternelle à Marmande. Ses grands-parents, eux aussi, rognent sur tout. Ils lui prêtent la maison, mais ont dû couper l'eau et le chauffage. Pascal dort dans le salon, sur un canapé. En fait, le Front National, c'est un programme de gauche, quoi, qui propose. Ils se préoccupent des ouvriers, tout ça. La gauche, elle s'en fout, quoi, du monde ouvrier. Du monde des artisans. Du monde des petits travailleurs. Voilà, des petits. Les gens ne se sentent plus représentés par la gauche. Par contre, ils se sentent représentés par le Front National. Donc pour moi, voilà, le Front National, c'est la gauche d'autrefois, quoi. Il y a... Comme Pascal, 4 Français sur 10 font confiance à Marine Le Pen pour sortir le pays de la crise. Le FN a promis des scores records pour 2014. Voilà pour ce reportage de Zoé de Bussière, Samuel Humez et Olivier Gardette. Et je précise qu'il a été tourné avant les rumeurs d'un éventuel retour de Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot. Et d'ailleurs, M. Cahuzac, ce sera le sujet de notre prochaine émission dans une semaine. Alors on est ici avec vous, Florian Philippot, siège du Front National. Vous êtes le vice-président chargé de la stratégie de la communication et vous êtes aussi le porte-parole du Rassemblement Bleu Marine. Quand on voit ce reportage, on se dit quoi? Ça y est, vous y êtes, la dédiabolisation, la normalisation, c'est fait? Oui, je crois que ce reportage est un bon panorama de ce qu'est le Front National aujourd'hui. Effectivement, la dédiabolisation, pour moi, pour nous, elle est achevée. Dans le peuple français, elle est achevée aujourd'hui. Vous êtes devenu fréquentable? Mais oui, on l'était depuis toujours. Mais d'ailleurs, cette jeune fille dans le reportage a raison. Elle dit moi, mes copines qui sont au Parti Socialiste, je leur dis pas qu'elles sont dans un parti infréquentable. Elles n'ont pas à dire la même chose pour moi. Elles ne le disent pas d'ailleurs. Voilà, tout est dit. Évidemment. C'est qu'en termes d'image, les blousons, les crânes rasés, tout ça, ça a disparu des défilés. Tout ça a toujours été extrêmement minoritaire, mais et a disparu évidemment aujourd'hui. La dédiabolisation, pour moi, c'était l'étape d'avant. Elle est faite, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, on est vraiment dans l'étape d'après, j'ai envie de dire, l'accession au pouvoir. On le voit dans ce reportage, justement. Nous travaillons à l'accession au pouvoir, mais pas pour rien, pour changer les choses, pour appliquer un programme vraiment différent. À ce propos, je vais rappeler juste quelques chiffres sur ce qui est, je dirais, la progression du FN à travers les chiffres obtenus au présidentiel. Et c'est quand même pas mal de nous avoir en tête. Les présidentielles et le Front National, 88, c'est 14,37% pour Jean-Marie Le Pen. 95, 15,5%. 2002, 16,86%. 2007, un accident, si je puis dire, 10,44%. Et puis 2012, Marine Le Pen, 17,90%. On disait souvent du temps de Jean-Marie Le Pen, on disait le Front National, c'est pas un parti qui cherche vraiment à gouverner, c'est pas un parti de gouvernement. Là, vous dites, vous revendiquez ça maintenant, d'être un parti de gouvernement. Bien sûr. Nous sommes un parti de gouvernement qui se prépare à l'accession au pouvoir, qui a pour objectif de prendre l'Élysée, le gouvernement, l'Assemblée nationale et de changer les choses, parce que je crois qu'on ne peut plus attendre comme ça. Mais tout seul ou avec l'aide d'autres partis, avec l'alliance d'autres partis comme l'UMP? Si j'en crois les sondages, aujourd'hui nous sommes à 24 ou 25% d'intention de vote. On voit des patriotes, des Français qui nous rejoignent, qui viennent de partout, de la droite, de la gauche, chaque jour plus nombreux. Nous sommes évidemment dans une dynamique pour arriver au pouvoir. Quand vous êtes à 25% des voix... Seul ou avec d'autres? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, et on va le voir, ça va se poser dans les élections locales qui vont arriver, les municipales, est-ce que vous voulez faire ces fameux accords avec l'UMP? On veut élargir le mouvement, et c'est l'objet aussi du Rassemblement Bleu Marine, à tous les patriotes. On n'est pas fermé, on n'est pas sectaire. Il y a en France des réserves immenses de patriotisme, d'amour du pays, qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, peu importe. L'objectif, c'est d'être sincère dans la démarche. Qu'est-ce qui fait que ça marche en ce moment pour vous, pour le Front National, d'après vous, à vous entendre? Je crois que les yeux des Français s'ouvrent grands. Ils s'ouvrent grand et ils ont compris que cette alternance PS-UMP depuis 30 ans ne menait à rien, qu'il n'y avait même plus l'alternance. Hollande a pris le pouvoir, on ne voit pas la différence avec Sarkozy. C'est le même traité européen, c'est la même politique laxiste. La crise, la peur du chômage, la peur du déclassement, la peur de la mondialisation, autant de peurs sur lesquelles vous jouez. La crise, le déclassement, la crise de la mondialisation, c'est la conséquence de leurs échecs, de leur politique. Nous ne jouons sur rien, nous ne surfons sur rien. Et ça, il faut tordre le cou à ce canard qui est insupportable. Nous sommes là pour proposer et nous proposons. Si les gens viennent... Vous n'entretenez pas ces peurs-là pour absolument pas. Moi, je crois que
des sympathisants ou des militants? Non, je crois que c'est le camp d'en face qui entretient les peurs. Vous voyez, quand ils nous disent, vous savez, on ne peut pas remettre en cause l'euro parce que ce serait l'apocalypse, la catastrophe. C'est ce qu'ils nous disent à l'UMP. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que vos solutions économiques sont irréalistes. Non, et il y a beaucoup de spécialistes qui disent aussi que c'est la seule solution pour rebondir. Par exemple, M. Sapir. Eh bien, nous proposons, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous avons un projet alternatif, un projet économique de protectionnisme, d'État stratège, de patriotisme économique. Ça, c'est un projet. Ça, ce sont des propositions. Moi, j'aimerais qu'en face, il y ait des propositions. Il n'y en a pas. En face, il y a de l'anathème. En face, il y a de la peur. Vous ne jouez pas non plus sur la peur de l'autre et de l'étranger? Non. Ça a été la préférence nationale. Oui, mais alors justement, ça existe toujours, c'est dans votre programme. La priorité nationale pour les allocations, oui, pour les aides sociales, pour l'embauche, pour l'emploi, pour tout ça. J'ai beaucoup apprécié moi dans le reportage le réflexe de notre militante qui dit à Emma, je crois, cette jeune fille, tu sais, la priorité nationale, ça bénéficie à tous les Français. Tous les Français. Le critère, c'est la carte d'identité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion ou pas de religion, peu importe. Voilà ce que c'est. Donc on écarte l'étranger de ces avantages-là. Vous savez, la République française, elle reconnaît des citoyens, ce sont les Français, et puis il y a les étrangers. Les étrangers, ils peuvent vivre en France, mais ils ne sont pas citoyens français. C'est un principe vieux comme le monde qui a été posé depuis des siècles dans notre pays. Et la priorité nationale est appliquée en Suisse, elle est appliquée au Maroc, elle est appliquée à Monaco, elle est appliquée dans plein de pays du monde. C'est évidemment un principe simplement de bon sens, surtout en pleine crise économique et sociale. On fait cette émission parce qu'on se dit qu'il y a un réveil, on appelle ça le réveil des droites, pour être le plus large possible. Droite extrême, droite pas extrême. Je sais bien que ce titre ne vous plaît pas, mais on assiste en Europe aujourd'hui à une montée des nationalismes et à une montée des droites et des extrêmes droites. Vous vous inscrivez comment là-dedans? Non, là, vous voyez, ça c'est vous présentez les choses de manière négative, péjorative. Moi, j'appelle ça un éveil des consciences nationales. Un éveil des consciences nationales partout en Europe, c'est vrai, vous avez raison. Partout, on voit des mouvements comme le Front National qui progressent. On voit des mouvements patriotes qui arrivent de plus en plus au pouvoir parce que les peuples veulent revenir dans le jeu, parce que les peuples ne veulent pas être exclus de l'histoire, parce que les peuples en ont marre de cette Europe-là qui les appauvrit, qui les contraint à l'austérité, parce que les peuples en ont marre de ces alternances qui ne servent à rien. Avec des discours et des constantes, notamment sur la haine de l'autre et de l'étranger, qui apparaissent souvent comme le bouc émissaire, que ce soit les Roumains en Hongrie, que ce soit les étrangers plus globalement en Grèce. Aube Dorée, on en parlait tout à l'heure. Eux, leur programme, c'est la Grèce aux Grecs. On n'est pas loin de la France aux Français, c'est un peu la même chose. Non, d'ailleurs, permettez-moi sur ce point-là, je voulais faire une remarque importante dans cette émission. Autant votre reportage, je le trouve professionnel, il correspond au front que moi je vois toutes les semaines dans les fédérations, sur le terrain. Autant l'enchaînement des reportages, ce soir, les extrémistes d'une manifestation, le Front National au milieu, et puis les néo-nazis grecs, me semble scandaleux. Bon, mais en même temps, vous trouvez... ça crée... Non, je finis juste cette phrase. Ça crée un amalgame, l'enchaînement de ces trois reportages, qui est absolument inacceptable. Le Front National n'a rien à voir avec tout cela. Le Front National condamne de la manière la plus ferme Aube Dorée et tous ces groupuscules qui, évidemment, sont dans des logiques extrémistes qui n'ont rien à voir avec dans le sujet qui viennent de faire 7% aux élections en Grèce, avec ce slogan, je disais, la Grèce aux Grecs, un mouvement impressionnant, parfois violent, qui met donc en pratique ce qu'il prône, notamment en réservant l'aide sociale aux gens qui ont la carte d'identité grecque. Reportage en Grèce donc de Jean-Carl Lambert, de Fedora Marianne Green, de Antoine Husser et d'Anne Cohen. De loin, on dirait les drapeaux rouges des mouvements d'extrême gauche. Mais ces militants-là ne chantent pas l'international. Ce matin, c'est l'extrême droite pure et dure qui est de sortie, avec Oriflamme et slogan guerrier. Le parti vient faire connaître ses idées sur la route des départs, à la veille d'un long week-end. Dans les voitures, il y a ceux que ça irrite et ceux qui approuvent. Oui, c'est très bien, nous sommes des partisans d'Aube Dorée. Bravo pour ce qu'ils font. Il est temps de nettoyer le pays de tous les voleurs. J'en reviens pas. Je me demande bien comment ils peuvent être là aujourd'hui, de façon légale en plus. En Allemagne, par exemple, ce serait interdit. Les militants lèvent les barrières. Les automobilistes grecs vont faire l'économie de 2,70 € de péage. Mais certains ne veulent pas d'un cadeau de l'extrême droite, comme cet homme qui veut absolument payer. Allez, vas-y, enculé de Jordanien. Pour l'occasion, le parti a fait venir environ 150 personnes. Des militants strictement encadrés.
On est venu pour distribuer notre journal, pour rappeler qu'Aube Dorée aime les Grecs et seulement les Grecs. L'interview tourne court, les organisateurs interviennent. Vous ne pouvez pas filmer comme ça. Il vous faut une autorisation. Arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça maintenant. Si vous continuez, je vais vous parler autrement. Le seul qui a autorité pour nous répondre, c'est lui, Ilias Panayotaros. Laissez-moi organiser les choses, on se parle après. Depuis 1 an, M. Panayotaros est député de la région d'Athènes. Ici, c'est lui le chef, et il tient à nous expliquer lui-même la ligne de son parti. Nous ne sommes pas xénophobes, juste pro-grecs. Pro-grec, donc ça veut dire contre les étrangers. Écoutez, si on a plus d'1 million d'immigrés qui volent, qui tuent et qui violent, bien sûr on veut qu'ils partent. La Grèce c'est pour les Grecs et pour ceux qui habitent là de façon légale. Les immigrés illégaux doivent rentrer chez eux. Allez, venez tous, on va faire la photo. En l'espace d'une matinée, plusieurs milliers de vacanciers ont reçu le message du parti. Il y a tout juste 1 an, au soir des élections législatives, les Grecs découvrent un nouveau parti à l'extrême droite de leur échiquier politique. Avec 7% des suffrages, 21 députés, Aube Dorée s'impose d'entrée. Son programme tient en quelques mots, martelé par son leader. Les immigrés, les clandestins, dehors. Hors de mon pays. Hors de chez moi. Depuis 3 ans, la Grèce est au bord de la faillite. Des salaires qui s'effondrent, le chômage qui explose, la rue gronde. La foule est en colère. Les dirigeants sont accusés d'avoir ruiné le pays. Pour Aube Dorée, la crise, c'est la faute aux politiques corrompus et surtout la faute aux immigrés. Les manifestations sont spectaculaires, parfois violentes, comme sur ce marché où les militants cassent les étalages des commerçants non grecs. Violence aussi à la télé, où leurs dirigeants n'hésitent pas à en venir aux mains contre leurs opposants. Un verre d'eau à la figure d'abord, une série de claques ensuite. Comment en est-on arrivé là? 40 ans après la dictature des colonels, nous avons voulu comprendre pourquoi l'extrême droite fait son retour en Grèce. Vendredi 3 mai, au centre d'Athènes, plusieurs centaines de personnes se pressent sur les trottoirs, près de la gare routière. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Ce matin, Aube Dorée organise une distribution gratuite de nourriture. Aux commandes, une fois de plus, le député Panayotaros. On finance ça avec l'argent qu'on reçoit des pouvoirs publics et nos indemnités de députés. C'est un peu votre argent alors? Oui, oui, mon salaire. Et puis globalement, l'argent donné au parti. Et il y a toujours autant de monde? Oui, oui, beaucoup de monde malheureusement. Mais je peux vous dire que quand on sera au pouvoir, plus aucun grec n'aura faim. Seul petit détail, pour pouvoir manger, il faut montrer ses papiers. Car l'opération est exclusivement réservée aux citoyens grecs. Notre député supervise le contrôle. En cas de litige, c'est lui qui tranche. Et là, il y a un problème. Non, non, non. Il faut que les 2 parents soient grecs. Va-t'en. Allez, dégage. Derrière, derrière, derrière. Tu crois qu'il va nous rouler? Mais il n'est pas grec. Ils ne sont pas tous grecs, même avec une carte d'identité. Ils sont autre chose. Mélina est mère de famille au chômage. Elle est bien contente de récupérer de la brioche, de l'agneau, des pommes de terre et des œufs. Quant au contrôle de la nationalité, elle ne voit pas où est le problème. Ben oui, c'est que pour les Grecs. Et alors? Le boulot, c'est bien que pour les immigrés en ce moment. Ils bossent au noir et nous, on reste sur le carreau. C'est comme ça que ça se passe en France? Je ne crois pas. Il faut virer les étrangers. On est noyés sous les Pakistanais, les Kurdes, les Afghans. On a toutes les races. C'est vrai. En plus, on ne les laisse pas partir ailleurs en Europe. Ils restent bloqués chez nous.
Des opérations comme celle-là, Aube Dorée en organise 2 à 3 fois par mois. À chaque fois, les étrangers en sont exclus. Le rejet de l'immigré, c'est le fonds de commerce d'Aube Dorée. En quelques années, la Grèce est devenue l'une des principales portes d'entrée des clandestins en Europe. Alors le slogan porte. Avec 1 à 2 millions d'étrangers en Grèce, 10 à 20% de la population, les incidents racistes se multiplient dans le pays. Comme ici, en plein cœur d'Athènes, en mai 2011. Des agressions qui font parfois des morts, souvent des blessés. Javier Aslam est le représentant de la communauté pakistanaise en Grèce. Ce soir, il vient prendre des nouvelles de Majid. 2 jours avant, il s'est fait attaquer à la sortie d'un supermarché. Majid a été frappé au visage, violemment. Il ne peut pas nous parler, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Alors c'est Ravied qui raconte. 6 personnes sont arrivées et ils l'ont repéré avec ses sacs de courses. Ils ont commencé à le taper. Ils avaient tous des poings américains. Des injures racistes, des coups qui pleuvent. Majid s'en sort avec une fracture de la mâchoire. L'agression n'a pas été revendiquée, mais pour ces hommes, pas de doute, elle porte la marque du parti d'extrême droite. Ce n'était pas écrit spécifiquement Aube Dorée. Ce n'était pas écrit parce que maintenant, ils ne portent plus les t-shirts de leur parti. Il y a 4 ou 5 mois, ils les portaient encore quand ils partaient en expédition. Mais maintenant, ils n'en ont plus besoin. C'est devenu une marque de fabrique. Tout le monde sait bien qu'ils sont derrière ce genre d'action. Comment peuvent-ils se dire parti politique? C'est pas possible. Dans d'autres pays, en Asie ou ailleurs, ils seraient considérés comme un groupe terroriste. Aube Dorée, parti politique ou mouvement activiste? L'organisation inquiète jusqu'au Conseil de l'Europe, qui y voit un danger et une menace pour la démocratie. Nous avons voulu filmer une de leurs réunions, dans ces permanences qu'ils ouvrent dans tous les quartiers. Nous sommes à Nikéa, dans la banlieue ouest d'Athènes. On va vite comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Bonsoir. On travaille pour la télévision. On ne peut pas assister à la réunion, il y a une réunion publique là. Oui, mais maintenant on a décidé de ne plus laisser entrer la presse. Ça fait trop de problèmes. Ok, allez, au revoir. Aube Dorée ne compte donc pas sur la presse pour relayer son message. Elle préfère s'en remettre à ses sympathisants. Nous sommes à Patition. Ce quartier du centre d'Athènes était bourgeois et réputé il y a quelques années encore. Christina, la fleuriste, trouve qu'il a beaucoup changé, sous l'effet, dit-elle, de l'immigration. L'an dernier, pour la première fois de sa vie, la commerçante a voté pour l'extrême droite. Elle venait de se faire agresser. Il était 10 h du soir, j'étais en train de fermer le magasin, ils sont entrés, ils ont fermé la porte derrière eux et ils m'ont menacé. C'était l'argent ou la mort. Alors j'ai choisi de donner l'argent. Le soir, surtout, Christina ne se sent plus en sécurité. La fleuriste veut nous prouver que ce sentiment est bien réel et qu'il est partagé par les autres commerçants du quartier. Je suis avec la télé française, ils veulent savoir ce qui se passe ici. Elle nous emmène au café où elle a ses habitudes. Le serveur, lui, est un peu moins alarmiste. Ça va mieux. Avant, il y avait des agressions, des vols. Ah oui, tu crois ça, toi? Bah allez, viens le dire, viens parler. Viens le dire, dis-le. Non, t'as pas intérêt à me filmer, toi. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux voir? De la drogue? Des putes? Des coups de couteau? Je vais te dire où aller. Tiens la drogue. Le mec en face avec un chapeau. Les putains. À droite là. Et encore à droite, dans la petite allée. Christina rencontre cet homme pour la première fois. Et visiblement entre eux, le courant passe. Il s'appelle Alexis. Il a 55 ans. Et si son quartier s'enfonce dans la crise, il croit en connaître la raison. Les Noirs et tous les étrangers qui sont ici. Ici, il y a presque plus de Grecs.
dans ce quartier. À la vue des étrangers qui passent dans la rue, son discours devient plus radical encore. T'as vu là? Ils se barrent comme des rats. Ancien de la Légion étrangère, Alexis est officier à la retraite. Et comme beaucoup de Grecs, il considère que les hommes politiques les ont lâchés. Il n'a plus de temps. Le temps ne fonctionne plus. Il se fout de notre gueule. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est voir tous les délégués, les 287, je crois. Députés? Ouais, députés. À Syntagma Square, devant un peloton d'exécution. Alexis a voté pour Aube dorée. Son idéal, le retour d'un État fort et autoritaire, comme au temps de la dictature militaire dans les années 70. Vous êtes nostalgique, vous, de certains moments de l'histoire grecque, les colonels? Bien sûr. Ouais. Bah, ça c'est certain. Ils n'ont rien volé. On n'avait pas de dette extérieure. Il y avait de l'ordre. Tout le monde travaillait. Aujourd'hui, les sondages donnent 13% d'intention de vote à Aube dorée. Alexis, lui, les voit à 20% aux prochaines élections. La peur d'un retour aux années sombres, à la junte, au colonel. L'inquiétude face à un climat qui devient délétère. Certains, ceux qui le peuvent, préfèrent partir. Nous sommes à Aigion, dans le Péloponnèse. Ici aussi, Aube dorée est sortie de l'ombre il y a 1 an. Christos et Marie-Laure ont vu monter la menace. Elle est française, lui grec. Elle vit à Aigion depuis 23 ans. Lui y est né. Je vois revenir cette époque où tout le monde avait peur, où tout le monde se taisait. Alors leur présence ici, elle me reste en travers de la gorge. Je n'arrive pas à concevoir que ces gens existent encore. Ça veut dire que les électeurs ne lisent pas les livres d'histoire, qu'ils sont aveugles et sourds. Marie-Laure a vu son salaire réduit de 40%. Christos a perdu son travail. La vie est dure. Alors Marie-Laure, ses 2 enfants et Christos ont décidé de quitter la Grèce. Au mois d'août, ils s'installeront près de Lyon. Mais bon, il n'y aura pas les bougainvillées d'ici, hein. C'est sûr que ni le jasmin. Le retour de l'extrême droite a agi sur eux comme un déclencheur. Pour eux, il n'y a qu'une dictature militaire qui pourrait remettre les choses en ordre. Et comme nous, on fréquente des gens de couleur, des gens de religions différentes, des homosexuels. Alors nous, s'ils arrivent au pouvoir, on sera les premiers à avoir des problèmes. Et des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il nous manque. Marie-Laure et Christos se sont fait une promesse. Dans quelques années, ils reviendront vivre en Grèce, quand la crise aura reculé, et, ils l'espèrent, l'extrême droite avec elle. Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert, Fedora Marianne Green et Antoine Husser. On est là, ici, bien sûr, dans les locaux de l'UMP. Nouveau siège, très joli. Avec vous, Thierry Mariani, vous êtes député UMP des Français à l'étranger et vice-président de l'UMP, là, des vice-présidents, puisque c'est une nouvelle spécialité de votre parti que de faire une pépinière de vice-président, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une équipe qui est un peu rassemblée avec toutes les tendances, donc par moment les postes ont été un peu multipliés. D'accord. Alors, quand on voit ce reportage quand même, ce qui se passe là-bas, dans cette Grèce, avec Aube dorée, pourtant la Grèce qui est connue, les colonels, hein, c'est quoi pour le dirigeant d'un grand parti de droite? C'est un cauchemar? C'est quelque chose dans lequel on se projette? C'est une inquiétude? C'est un excès dans lequel il ne faut pas tomber, c'est une inquiétude légitime d'une population qui est perdue. D'abord, la Grèce est le pays qui est le plus frappé par la crise. Et ce genre de résurgence de partis extrémistes, à ce niveau-là, on le retrouve très souvent dans les pays où, effectivement, la population a perdu tout espoir. S'il suffisait d'expulser une partie de la population pour résoudre tous les problèmes d'un pays, il y a longtemps que ça se serait. Alors, bien sûr, ce n'est pas la solution. La crise, le chômage, l'inquiétude, la peur de la mondialisation, c'est aussi ce qui se passe ici en France aujourd'hui. Il y a aussi la montée du Front National et on a vu, même s'il n'a rien à voir avec l'Aube dorée, hein, on a vu à quel point ces électeurs étaient des gens maintenant qui adhéraient volontiers à ce parti. Quand on est
l'un des patrons de l'UMP, comment on contre cette montée du Front National? Je crois qu'il faut que la droite française ait un discours clair, c'est-à-dire aujourd'hui qu'elle annonce clairement ce qu'elle fera le jour où elle reviendra au pouvoir, qu'elle annonce clairement pourquoi elle n'est pas d'accord avec cette majorité, et puis je crois aussi qu'elle annonce clairement pourquoi les solutions qui sont proposées par le Front National, eh bien, tout simplement ne sont pas viables, ne sont pas applicables. Donc je crois qu'il faut refaire, j'allais dire, un retour sur notre identité et ne pas hésiter à vos fondamentaux. Voilà, tout à fait, à nos fondamentaux. Mais ponctuellement, il y a des élections qui arrivent. On fait quoi avec le Front National quand on est à l'UMP? On tend la main, on conclut des accords, ou on ne dit pas du tout, comme le dit Jean-François Copé? On ne dit pas du tout et on défend notre programme. Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce que nous avons en commun avec le Front National? Rien. Vos électeurs. On a des électeurs quand on qui écoute les électeurs, ils ne voient pas bien la différence quelquefois. Il y a des sondages, on l'a dit au début de l'émission, où les gens disent ils verraient bien des accords entre les deux. Vous avez raison, c'est ce qu'on entend. Vous avez raison, c'est ce qu'on entend très souvent. Mais d'abord, on l'oublie, le Front National a géré un certain nombre de mairies. Souvenez-vous de Toulon. Voilà un reportage intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 ans quand la mairie de Toulon, grande ville, a été gérée par le Front National? Ça a été la catastrophe. La droite, j'allais dire, le Front National a été balayé l'élection d'après. Il n'a pas cette mémoire. Oui, il n'a pas cette mémoire. Eux, ils se disent, on entend des choses assez similaires des deux côtés. On a avec le Front National une parole qui est forte, qui est audible, qui est claire. Eh ben, on y va. Et la vraie opposition aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on vient d'entendre. Il y a une parole peut-être qui est forte, mais en réalité avec des propositions qui sont inapplicables côté Front National. Par contre, côté UMP, je crois qu'il y a des propositions qui sont claires, où il faut aller jusqu'au bout quand on est au pouvoir pour les appliquer. Je pense que Nicolas Sarkozy est le premier à avoir compris qu'il fallait que la droite s'assume et que la droite casse avec, j'allais dire, une sorte de complexe de culpabilité, peut-être hérité de mai 68. Voilà. Et je pense le droit décomplexé, c'est ce que dit Jean-François Copé aussi. Oui, je pense qu'il a raison. Bon, mais un mot encore sur ces échéances qui s'annoncent et sur les électorats, puisqu'il y a eu un accord qui a été passé par un maire dans je ne sais plus quelle commune, à Chamad ou un truc comme ça, qui n'a pas hésité effectivement à ouvrir sa liste pour les prochaines élections à des candidats frontistes. Il a été suspendu. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que vous tiendrez la digue? Est-ce que vous empêcherez au niveau local que des alliances se nouent? La politique de l'UMP est très claire là-dessus, c'est pas d'alliance avec le Front National, parce que tout simplement, on n'a strictement rien en commun avec l'appareil du Front National, rien en commun avec les objectifs du Front National, et l'objectif de Marine Le Pen et de ses cadres depuis des années, c'est effectivement d'assurer l'échec de la droite et de faire en sorte qu'elle puisse se développer le plus possible, pas de s'occuper de la France. Vous dites on n'a rien en commun et en même temps, vous-même, je crois que vous êtes pour que la suppression des allocations familiales pour des étrangers qui ne seraient pas là depuis suffisamment longtemps, on n'est pas très loin de ce que, et même assez proche de ce que dit le Front National sur ces terrains-là. Je relisais le programme du RPR en 1990. Ouais. C'est exactement ce qu'on disait au RPR en 1990. Pardonnez-moi, je suis fidèle à ce que j'ai adhéré. La question à se poser, c'est est-ce que l'UMP n'a pas un peu trop dérivé au centre? Et la question à se poser, qui est peut-être un peu sacrilège dans ma formation, c'est de se dire, est-ce qu'à vouloir rassembler tout le monde, à un moment, on ne sort pas un discours qui est un peu, j'allais dire, trop neutre. Je crois que Jean-François Copé a eu le courage, justement, d'affirmer certaines positions. Donc c'est pas vous qui courez après le Front National? Non, moi je cours après mes idées que je défends depuis des années. D'accord. Et un Front National qui vous dépasserait aux élections, c'est un cauchemar ou ça commence à devenir une source d'inquiétude? C'est une impasse pour la France. C'est une impasse pour la France parce qu'un Front National qui nous dépasserait, d'abord, ça débouche sur rien, on le sait très bien. Deuxièmement, je crois qu'au contraire, on n'est pas dans ce scénario-là, bien sûr, mais à mon avis, ce serait surtout une impasse pour la France. Merci beaucoup. Merci. On arrive au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis de vous y repérer un peu plus dans cette évolution et française et européenne, dans cette droitisation à laquelle on assiste aujourd'hui jusqu'aux extrêmes. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Joël Brouillandé, Thomas Auro à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, eh bien, on reviendra sur l'affaire Cahuzac, sa fameuse part d'ombre, et sur ces Français qui, comme lui, ont eu la faiblesse d'ouvrir un compte en Suisse. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec Aïda Touari, grand public. Bonne soirée sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.